Je vais être debout parce que j'ai un petit PowerPoint, diaporama, et qui va me permettre effectivement de rappeler l'enjeu, c'est urbanisation et aménagement du territoire, quel équilibre pour demain. C'est un vaste sujet et on va partir de questions générales pour arriver à ce qui peut intéresser les habitants de Mitry-Mory. Mais avant, en 2 mots, vous êtes accueillis aujourd'hui par la mairie, je remercie une nouvelle fois, sa maire, mais aussi par une association, le Mouvement National de lutte pour l'environnement, Réseau Humanité et Nature, dit MNLE, représenté dans le département par notre ami Jean-Marie Batti et ses collègues, mais c'est une association nationale qui a fêté sa 44e année. On est une des plus vieilles ONG qui travaillent sur les questions du développement durable. Alors, on est généraliste, on n'est pas spécialisé sur telle ou telle question, mais au sein de l'association, on a des gens qui ont de grandes compétences, et puis on a un comité scientifique, on a une revue, et vous avez un excellent numéro sur la table là-bas, sur le printemps de l'eau notamment, mais il n'y a pas que le printemps de l'eau. On parle de Mitry-Mory, je vous invite à lire le petit interview de Madame la maire, mais on parle aussi de sujets qui touchent le quotidien des Françaises et des Français. Donc, pour venir à l'objet, diapo, parce que je peux pas, on n'a pas le bip à la main, voilà, je ne vais pas vous faire l'injure, mais je rappelle quand même la topographie de la commune. Vous avez la délimitation. Ouais, je sais que c'est mieux, mais tu l'auras. Je crois que je l'ai donné à Miss Amorim. Elle est partie. Voilà, un territoire qui est particulier parce qu'en gros, il y a 3 zones habitées. Il y a le bourg qui s'est agrandi, et puis il y a la Mitry-Nouveau, ici, avec à côté des terrains. Et au milieu, d'immenses champs, qui est plutôt une agriculture, je dirais, industrielle et productiviste. Ce n'est pas des jardins partagés, ce ne sont pas des maraîchers qui pourraient alimenter, on va en parler, de l'agriculture locale, c'est l'industrie agroalimentaire d'un département, la Seine-et-Marne, que j'ai visité hier, parce que vous avez vu, j'ai pas d'accent, mais j'ai quand même un accent qui m'a permis de vous emmener un peu de soleil. C'est un engagement que j'avais pris auprès d'Amorim, hein, mademoiselle, elle m'avait dit, menez-nous le soleil. C'était un jour où elle n'était pas en forme, il fait beau ici, on le voit aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, mais c'est un département qui est quand même abîmé, parce qu'il a toujours été sans concertation souvent. On nous a apporté des nuisances, on nous a fait des cadeaux. Il y a l'aéroport qui a été calculé d'une certaine manière, il y a les voies TGV, il y a des autoroutes. En venant tout à l'heure, j'ai pu compter le nombre de camions parce qu'ils étaient tous à l'arrêt, et on pouvait les compter parce qu'ils étaient un derrière l'autre. C'est effrayant, je vous dis franchement. On a des voies, des routes nationales aussi saturées, et puis au cœur du territoire, des communes qui se touchent. Et on était avec le maire de Compense, qui s'excuse de ne pas être là, le maire de Compense, qui a un territoire aussi particulier, 800 habitants, petite commune, ni rurale, ni urbaine, qui est urbaine, il a inventé un mot, mais qui existe dans le dictionnaire aujourd'hui, qui permet de poser des problèmes aussi de développement intéressants à aborder. Et là, vous avez bien sûr une photo un peu emblématique du village, de la ville, mais on peut dire le village, dans ce noyau villageois. Et donc, je voulais le rappeler, encore merci à la mairie. Diapo, je suis obligé de faire comme ça ne marche pas. Et je crois que mon premier propos va quand même toucher au changement climatique, parce que la discussion qu'on a aujourd'hui, on l'aurait eu peut-être quand même dans un autre temps. Ça a déjà eu lieu, puisque Madame la maire a rappelé que dans l'histoire de cette commune, qui va bientôt fêter 100 ans de gestion un peu particulière, que je tiens à saluer, dans cette histoire-là, il y a eu des moments compliqués. On voulait faire une ville nouvelle, une très grande ville nouvelle. Et les gens ont su se mobiliser et imposer un autre modèle de développement. Et aujourd'hui, le changement climatique nous impose de revisiter beaucoup de paramètres en termes d'aménagement, d'urbanisme. Par exemple, ne faut-il pas encore, malgré qu'il y ait beaucoup de forêts sur le territoire communal, qu'il y ait beaucoup de verdure, des champs, ne faut-il pas envisager de mettre sur le PLU des réservations pour des équipements publics un peu particuliers, les îlots de fraîcheur par exemple, on va en parler, sur des zones qu'on pourrait aménager pour faire venir des maraîchers, pour peut-être des zones pour bâtir en construction bois ou pas des choses. Et donc il faut trouver de nouveaux équilibres qui prennent en compte l'humain, qui prennent en compte la biodiversité, les habitants, les citoyens, dans leur rapport à l'espace naturel et à l'espace urbain. Et ça, je crois que c'est important. Il ne faut pas avoir la même lecture. Personne n'a échappé avec le souci de l'emploi dans les années 50, 60, 70. Le productivisme était assez partagé.
on a bâti des choses, on ne se posait pas les questions de la même manière. Aujourd'hui, tout ça a évolué. Diapositive. Et le climat, c'est aussi ça. Cette diapo qui montre que même à Mitry-Mory, il ne faut pas confondre météo du jour avec le climat. Là, on a une courbe de température, ça s'élève régulièrement. Alors, avec des hauts et des bas, vous voyez, mais les pointillés au mieux montrent bien la pente qui va vers un réchauffement. Mais 1 ou 2 degrés, c'est ce qui est annoncé dans les premiers rapports du GIEC. Aujourd'hui, la courbe elle risque de s'emballer, quel que soit l'endroit où on est. Par contre, ce matin, il faisait -3, je vous confirme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas un réchauffement climatique. On est parti de Marseille, parce que je suis président national, mais j'ai un petit accent marseillais. Il faisait 15 degrés à 6 h du matin hier. On arrive ici, à Gare de Lyon, il y avait 2. C'est un choc culturel pour moi. Mais en même temps, c'est la réalité. Mais vous voyez, la tendance, même chez vous, elle est haussière. Même des inégalités en termes diapositives. Merci, Annelise. En tout cas, bravo pour ta participation. De A à Z. Je suis embêté, on n'a pas le pointeur. L'autre problème qui est un enjeu sur le territoire, c'est votre commune. Les communes environnantes, on l'a vu hier sur Compan, on a vu, à cause de remblais, parfois fait par ADP, de l'eau qui a stagné, qui s'est levée, ça refait des marées. Mais la question de la présence d'argile dans les sols, le gonflement des sols, quand il pleut beaucoup, c'est une réalité, mais dès qu'il fait très chaud ou il y a un peu de sécheresse, le sol se dilate. Et selon le modèle de construction, la qualité des constructions, on peut avoir de gros problèmes. D'où l'intérêt de bien réfléchir. Et je sais qu'il y a des études qui ont été menées sur l'ensemble des territoires. Il vaut mieux les avoir en tête avant d'entreprendre des constructions. Mais en même temps, cette réalité-là, par exemple, diapositive suivante, le bois du Moulin des Marais, il porte bien son nom. Si vous avez été promené ces jours-ci, il y a un peu des flaques d'eau par-ci par-là. Et ceci dit, c'est un marais. On n'a pas le sentiment d'être dans le même marais qu'à Compan. Compan, vous voyez les étendues d'eau, là, ça devient préoccupant. Le maire, il y a des gens qui habitent à côté. Là, on n'est pas dans la même réalité. Mais le bois, pourquoi il n'y a plus de marais tel qu'on pourrait l'entendre? C'est parce que la végétation pompe l'eau, assainit. Et donc, il y a eu des opérations d'assainissement du territoire au cours des siècles, des années, qui fait qu'aujourd'hui, cette zone, elle apparaît comme une zone naturelle, un poumon vert. Du point de vue de l'histoire, je dis à Madame la maire, ne vous froissez pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un espace complètement naturel. Parce que j'ai quand même vu des arbres abattus, c'est entretenu, il y a un travail qui est fait au quotidien. Donc c'est un espace qui, du point de vue de l'urbain que nous sommes la plupart du temps, est un espace qu'on verrait naturel, mais qui en vérité n'existe que parce qu'il y a un souci d'y intervenir. On fait des choses dans ce territoire-là, mais il a des qualités environnementales évidentes. Et puis, ça permet de respirer par rapport à la population. On peut aller se balader, avoir des activités. On va prendre la diapo suivante. Et je l'ai déjà dit à ma manière, mais je le redis avec des mots de manière plus solennelle. La municipalité de Mitry-Mory possède une belle expérience qui, à mon avis, date de 100 ans, de gestion de l'espace qui conjugue protection des milieux, développement des nouveaux espaces et réponse aux besoins de la population. C'est clair, en me baladant dans la ville hier, grâce à Jean-Marie Batti et à notre ami Franck Sureau, j'ai pu me rendre compte que c'est une ville qui est quadrillée par des équipements publics, qui est quadrillée par des écoles. Le mot école, vous croyez que c'est évident, mais il y a des communes où l'école, il y en a une pour tout le village. Ou des petites villes, il y a des endroits où c'est des écoles privées qui prennent le pas sur l'école publique. Il y a des endroits où il n'y a plus d'équipements traditionnels des services publics. Il faut voir que cette ville, elle a une pratique de la gestion urbaine qui répond aux besoins de la population. Forte de cette histoire urbaine, il faut poursuivre sans céder aux exigences des aménageurs qui favorisent la rente foncière. Le foncier, même un foncier pourri. Moi, j'ai vu des territoires où ils arrivent, ils vous proposent clé en main, ils vous le dépolluent. Mais il faut leur donner. Ça me rappelle un peu l'histoire de Trump qui dit aux Ukrainiens « Je vous donne des armes, mais il faut me donner toutes les terres rares de votre pays. » C'est un peu ça, là. Les types, ils arrivent chez vous, ils vous dépouillent, et en plus, ils se servent, ils font les choses. Là, on a des endroits où, effectivement, la rente foncière, elle prend des aspects très différents. Et bien, tout en s'abritant derrière, parfois, du greenwashing, ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment,
au nom de la verdure, au nom du... C'est souvent des opérations de défiscalisation. Mais je crois qu'il faut aussi conjuguer, savoir aller chercher les gens qui sont capables de le faire pour mettre en œuvre son projet, mais pas le leur. Parce que le vrai paradoxe dans lequel on est, c'est qu'il parfois il faut aller chercher les richesses où elles sont pour pouvoir réaliser des projets. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas céder, mais il ne faut pas non plus s'interdire de faire un certain nombre de choses. Et eux ne répondent pas aux aspirations des populations et aux enjeux de protection de la biodiversité. C'est positif, hein? Et par exemple, même hors les espaces dont on va parler tout à l'heure, dans l'espace courant public, il faut qu'on arrive en permanence à recréer aujourd'hui des îlots de fraîcheur. Dans ma ville, qui est un village, Marseille, j'ai battu pour qu'on mette en place une mesure de la température en fonction des projets. Avant d'aménager un espace, je leur ai dit, faites des mesures de température, et quand la réalisation des projets est faite, on va voir l'écart. Et aujourd'hui, on a des écarts sensibles selon comment on urbanise un espace. Par exemple, nous, on a fait un vieux port tout minéralisé à Marseille. C'est une fournaise. On est une ville du Sud. Quand le soleil tombe le soir, on pourrait dire on va avoir de la fraîcheur. La pierre nous rend la chaleur. Une erreur stratégique d'aménagement de l'espace urbain. Mais ailleurs, c'est d'autres erreurs. On a supprimé les exutoires de l'eau. Pensant qu'il nous pleut rarement, on a dit on va tout bétonner. On se rend compte aujourd'hui que des nouvelles zones inondables apparaissent parce qu'on n'a pas su garder la part de l'eau. C'est un peu le débat avec Compan où il veut garder un champ d'expansion des eaux, il n'appelle pas comme ça, un grand espace qui permettra aux crues de venir trouver un exutoire pour ne pas noyer ni le village ni les terres agricoles à côté. Comme quoi il faut anticiper. Et quand on fait une école, un bâtiment public ou même une copropriété privée, un lotissement, il faut avoir ce souci de désimperméabiliser les sols pour rendre à la nature l'eau. Vous allez me dire, oui, mais après, s'il y a trop d'eau, après, ça fait des... Non, mais parce qu'on plante aussi de la végétation qui va pomper cette eau. Et quand il fait chaud, le couvert végétal nous permet de réduire la température. D'où cette idée-là, dans les PLU, il faut vraiment y être attentif. Et on a, comme ça, déjà des très bons exemples sur ce territoire. Le problème, on n'est pas venu, nous, à Mitry-Pourry pour dire qu'il y a des problèmes. On est venu dire, vous faites déjà des choses bien, mais encore faudra-t-il que pour les autres territoires, on puisse y arriver à le faire aussi. Et donc, on va avancer sur le diapo. Et par exemple, alors nous, on s'est posé quelques questions. C'est des questions qu'on a déjà eu des réponses de certaines de nos adhérents, du MNLE. Pourquoi pas l'installation de paysans en ville? Et là, vous allez me dire, vous avez vu les terres agricoles qu'il y a? Mais il ne faut pas confondre agriculture industrielle et maraîchage, des vergers, des gens qui font de l'agriculture de proximité pour servir des cantines. Vous avez la mairie de Biot ou de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes, par exemple, qui alimente la restauration scolaire qu'avec les jardins de la commune. Alors vous allez me dire, c'est pas la même échelle. Et si, parce que Moinsartou, à nombre d'habitants, on n'est pas loin de ce que représente Mitry-Pourry, un peu plus petit, mais il y a suffisamment de terres agricoles là-bas aussi pour faire ça. Mais il y a plein de communes où aujourd'hui, même les restaurateurs privés, on le voit à la télé dans les émissions sur la cuisine, je vous invite à regarder, c'est pas réservé aux dames, je veux dire, les hommes peuvent la regarder aussi, hein. Il ne faut pas penser que la cuisine est réservée à ces dames. Il faut vraiment... La mode aujourd'hui, c'est que l'aubergiste du coin, le restaurateur, va chez le paysan chercher faire son marché pour alimenter une cuisine et faire une cuisine de bonne qualité. Mais on peut le faire pour la restauration scolaire. Nous, à Marseille, on essaie de gagner. Nous, on a 40 000 repas par jour. On n'est pas à la même échelle. Mais je veux dire, ici, il y a sûrement des scolaires qui mangent. Il y a des lycées, il y a des écoles primaires, des collèges. Donc, il faut vraiment et donc faire venir sur des terres, en redéfinissant le zonage, des producteurs, des paysans, et pas des industriels de l'agriculture, on peut avancer. Et donc, on a un de nos amis, avec lequel on a discuté sur le territoire, qui répond exactement à ça. C'est sa citation de l'agriculture maraîchère et également fruitière, avec des vergers, du maraîchage, de l'agriculture de proximité. Il faut penser à nos écoles et à la restauration collective, et ainsi de suite. Je pense que cette réponse de bon sens, il faut la verser au débat, parce que c'est important. Et on voit bien qu'il y a des exemples dans la région parisienne déjà. Diapo, cher ami. Et puis, pourquoi pas des forêts urbaines et périurbaines? Alors, j'ai pris des excès, parce qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de taille. Mais on pense que souvent, la question
des forêts urbaines, c'est un concept abstrait, pas du tout. C'est un concept à la fois récent, mais qui trouve ses sources dans l'histoire. Autour de Paris, il y a des forêts qu'on appelle plus urbaines, mais elles sont périurbaines. Il y a des grands bois, il y a 5 forêts, même dans la région parisienne, qui ont un statut particulier. Mais ici, la forêt d'Orléans, à côté de la ville d'Orléans, dans la ville de l'agglomération, elle fait quand même 20 500 hectares. Non, c'est pas celle-là, c'est là-haut, là-haut. 35 000 hectares. Chaud, dans le Jura, 20 000 hectares, arrondi. Et après, il y a des trucs qui sont dément. À Rio de Janeiro, on voit toujours les films, on rêve. En vérité, il y a aussi, malgré les favelas, les bidonvilles et toutes les politiques bonnes et mauvaises qui peuvent être menées dans ce pays, il y a quand même des choses intéressantes. Et à la parc national de Tijuca, qui est en pleine zone urbaine, alors la taille des villes dans ces pays-là n'est pas la même. Nous aussi, on vient de passer une échelle à Marseille, il faut le savoir. Notre territoire métropolitain, il fait 92 communes. On est passé de 870 000 habitants. L'agglomération, on le fait maintenant presque 2 millions d'habitants. On nous a menés sur des territoires, sur des échelles qui sont inhumaines, qui posent problème. Mais chacun a ses problèmes et on essaie de les régler aussi. Mais ici, ce n'est pas ce qui est proposé. Mais pour dire que le concept de forêt urbaine n'est pas abscon. Et on va voir à la diapo suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans les forêts urbaines? La définition, elle est là. La forêt urbaine désigne tous les arbres détenus par des organismes publics et privés dans une zone urbaine. Ce terme inclut les arbres individuels le long des rues et dans les jardins, ainsi que les vestiges de forêt. Les forêts urbaines sont une partie intégrante des écosystèmes. En vérité, vous faites déjà de la forêt urbaine, Madame la maire, mais il y a des choses à faire encore plus, c'est possible, mais vous avez déjà sur votre territoire des bons exemples, y compris le bois, on l'a vu tout à l'heure. Donc on n'est pas à la ramasse ou en retard par rapport à d'autres communes. On n'est pas du tout... Puis je vous ai rappelé les 5 forêts parisiennes, qui est notre échelle. Diapositive. Et on s'est posé encore 3 questions. Pourquoi ne pas développer, multiplier les circuits courts? L'approvisionnement des restaurants administratifs, écoles, services publics, mais aussi la restauration privée. Si on a des paysans qui trouvent des débouchés dans le local, c'est mieux que de servir une AMAP en ayant à 5 km chercher le paysan pour faire les paniers solidaires. Et vous avez 2 types de paniers. Il y a les paniers pour les gens, et puis il y a les paniers solidaires, où là, avec le Secours Populaire et d'autres, il existe des paniers pour 1 €. Les gens mangent du bio alors qu'ils n'auraient pas les moyens de l'acheter. Il y a plusieurs formules. Pourquoi ne pas implanter à côté des espaces forestiers en devenir? Parce que si on parle de forêt urbaine, par exemple, ça veut dire que c'est un espace forestier en devenir. Des acteurs de la filière bois dans des locaux construits en bois. Est-ce que sur ce territoire-là qu'on viserait, on ne peut pas imaginer d'autres types de construction que simplement du béton ou de labellisé BPC, mais on peut faire autrement. Pourquoi ne pas favoriser l'installation au cœur de l'espace à devenir d'une fabrique des communs, comme cela existe dans différentes régions? Et j'ai été chercher pas très loin de chez vous, il y a une commune qui se dénomme Noisy-le-Sec, où le MNLE local a implanté son siège, où il est dans un bâtiment qui est une fabrique. C'est l'usine des transitions. L'usine des transitions, et je vous donne un mille qui c'est qui est promoteur de ça, la Ligue de l'enseignement, que je n'ai pas mis là comme partenaire, mais qui en tout cas est un partenaire sur ce territoire, et des associations comme le MNLE qui promeut un lieu différent et qui peut s'installer, il peut y en avoir d'autres sur d'autres territoires. Et diapo, voilà. Et de quel espace je parle depuis tout à l'heure? Madame la maire, dans une interview qu'elle a donnée à la revue Naturellement, elle dévoile un peu cette batterie, mais elle va y revenir. On ne parle pas qu'en général. Ce que je viens de dire, de manière sur n'importe quel territoire, on pourrait aller chercher ça. Voilà. À Marseille, c'est le cas, je le fais tous les jours, hein, et pas avec succès, parce qu'on a un numérique qui est meilleur qu'avant, mais qui n'a pas tous les moyens et qu'il faut aussi se battre. On vient d'interdire, par exemple, un centre de logistique urbaine qui allait dénaturer des terres. C'est une victoire. Mais à cause de ça, il faut qu'on ait encore beaucoup de chantiers en cours. Mais là, on a un territoire sur Mitry-Mory qui mériterait une approche différente. Et je pense que Madame la maire va le faire. Et donc, est-ce qu'il y a un espace pour engager un travail d'aménagement avec la municipalité et l'ensemble des acteurs? La réponse, elle est oui. Et il est là. Il est entouré d'un cercle rouge qui n'est pas tout à fait rond. Hein. Je ne suis pas bon en dessin à main levée. On va prendre la dernière diapo. Et je vais finir par...
mon propos, j'espère que je n'ai pas été fatigant. Les obstacles ne sont pas forcément sur le territoire communal. Je pense que vous avez la chance d'être sur un territoire où il y a ce qu'on appelle, en grec, le politique, c'est gérer les affaires de la cité. Il y a des gens qui font de la politique sur votre territoire, qui sont plutôt un atout aujourd'hui pour avancer avec vous. Et les exemples des terres de Gonesse et des jardins d'Aubervilliers montrent l'utilité des actions citoyennes, politiques et associatives et syndicales pour obtenir de l'État, les régions, départements et opérateurs publics ou privés, les moyens et les autorisations permettant de transformer nos projets, nos rêves en réalité. Parce que c'est ça la question. C'est que là, vous avez la base, le socle, c'est la commune. Il y a du foncier public, puisqu'il n'a pas été vendu au privé. Mais pour le garder public et le développer, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique.